Merci. Boris, tu veux revenir discuter avec nous? Alors, moi, je suis très, très intéressé par la capacité que tu as eue dans ton travail de recherche de justement offrir des choix différents possibles pour les personnes. En même temps, je m'interroge sur la chose suivante. Au fond, dans la résilience, il y a avant le traumatisme, il y a le trauma, il y a après. Ou avant le fracas. Avant le fracas, les deux choses qui vont favoriser la résilience, et Boris le dit à peu près dans tous ses ouvrages, c'est la qualité de l'attachement que l'on a, la capacité de mentalisation également que l'on a. De sorte que si j'ai un bon attachement sécure, par exemple, et si j'ai une capacité de mentalisation, je vais avoir d'autant plus la capacité d'aller chercher des ressources ailleurs et d'aller me donner, de m'offrir à moi-même, si j'ose dire, les bons tuteurs de résilience, c'est ce qui va me permettre effectivement une reprise du développement. Autrement dit, j'ai envie de dire, on ne prête qu'aux riches. Si je suis sécure, j'ai des chances encore plus que les autres de faire une résilience. C'est ça le problème. Qu'à l'inverse, si je suis insécure et désorganisé, ben je vais avoir, si je suis évitant, à me replier et du coup à pas générer finalement de la part de l'environnement qui est pourtant disponible ces facteurs de résilience. Et ça, c'est le vrai problème. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Mais c'est aussi une question de la, comment tu dis, sustainability. De disponibilité, de maintien. Oui, de maintien. Parce que dans notre bureau, il y a toujours des bons résultats. Il y a un engagement thérapeutique. Ça fonctionne des fois très, très bien. Mais les jeunes retournent à la famille maltraitée. C'est pour moi une question de... Il y a une responsabilité, je pense, avec les jeunes et aussi avec les jeunes qui sont plus marginalisés, de dépenser un peu de notre temps aussi à changer de conditions autour de l'enfant. Ça, c'est évidemment avec la famille. Ce qui est les thérapeutes familiales, évidemment. Mais des fois, beaucoup des enfants avec qui je travaille, les familles ne sont pas une source d'aide. Ils sont des fois des problèmes. On doit aussi penser de comment est-ce que je peux engager un enseignant, un travailleur social dans la communauté ou dans un centre des jeunes ou quelques personnes comme ça. Je travaille aussi beaucoup des fois dans des prisons, pour les délinquants, pour les jeunes, les prisons pour les jeunes. Et j'aime beaucoup d'avoir mes sessions, même sur le trauma, avec les gars qui sont like the guards, the non-professional staff. Des fois, entre dans les sessions avec moi, parce que pour moi, c'est une question de... Moi, je vois l'enfant pour 1 heure. Lui, il va travailler avec l'enfant pour 23 heures par jour. C'est un modèle un peu plus ouvert à la chambre. Oui, c'est ça. Non, je crois que c'est cette disponibilité aussi. Vas-y, Boris, tu veux peut-être commenter ce point ou... Alors, non, je pense que votre échange et ta remarque sont tout à fait pertinentes. Lorsqu'un enfant est bien parti dans l'existence, les parents disent « Oh, cet enfant, il a toujours été facile ». C'est-à-dire que, même dans les inévitables pépins de la vie, eh bien, l'enfant, maman au secours, papa, tu vas tuer les méchants. Et les enfants ont des mentalisations et des comportements, comme tu l'as dit, qui vont chercher chez l'autre et vont transformer l'autre en bonne mère sécurisante et dynamisante. Alors que les mal partis de l'existence vont se périphériser, devenir agressifs, se taire, se murer dans leur souffrance. Donc ils vont aggraver le fait d'être mal partis dans l'existence. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une orientation, c'est pas un destin, c'est pas une fatalité. Et avec Michel Delage, on a essayé d'évaluer les modifications de style d'attachement. Et on a pris une situation inévitable dans notre culture, c'est le premier chagrin d'amour.
Alors, le premier amour se termine toujours mal. Hein, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que statistiquement, ça se termine mal, et puis par définition, puisqu'on parle de premier amour, c'est qu'il y en a un deuxième. C'est-à-dire que donc ça se termine mal. Et c'est un vrai chagrin. Quand on dit aux jeunes, allez, une de perdue, 10 de retrouvée, ils ont envie de nous égorger, et ils ont raison, parce qu'ils souffrent pour de bon. C'est un vrai chagrin. Sauf qu'on a des méthodes d'évaluation comportementale et des questionnaires d'attachement qui sont statistiquement validés. Et on constate que, après le chagrin, alors on a pris deux populations. Une population clinique d'enfants qui consultaient depuis l'âge de 3, 4, 5 ans, ce que les mal partis de l'existence. Et on a pris une deuxième population, une population non clinique, où on a retrouvé les chiffres de Mary Ainsworth, c'est-à-dire 2 enfants sur 3 bien partis dans l'existence, et 1 enfant sur 3, pas forcément mal parti, mais un peu ambivalent, un peu évitant, un peu moins facile que les autres enfants. Et on a constaté que, après le chagrin du premier amour, c'est-à-dire 14-15 ans, parfois plus tôt, 36% des insécures avaient amélioré leur score d'attachement sécure. C'est-à-dire qu'après leur chagrin du premier amour, ils avaient appris à mieux établir des relations affectives. En revanche, ce qui nous a surpris, c'est que 25% des attachements sécures, après le chagrin du premier amour, avaient vécu ce chagrin comme un véritable traumatisme. Et je pense notamment à un jeune qui était intelligent, beau, enfin détestable, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ce jeune-là avait appris un métier, il était sympa, tout le monde l'aimait beaucoup. Et lui avait eu un chagrin d'amour à l'âge de 16 ans, et il me disait, je ne peux pas m'en remettre. C'est-à-dire que probablement, malgré son attachement sécure, on avait peut-être mal analysé l'attachement sécure, et peut-être que cet attachement qu'il manifestait, qui était agréable aux autres, était probablement un hyper-attachement anxieux. C'est-à-dire que lorsqu'il a perdu sa base de sécurité avec le premier amour, ça a été pour lui un trauma, alors que pour les mal partis de l'existence, ils avaient aimé, ils avaient souffert, les deux sont fréquemment associés, ils avaient aimé, ils avaient souffert, et le chagrin les avait remis en cause. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle m'a quitté? Pourquoi il m'a quitté? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me quitte? Et du coup, il va falloir que pour le deuxième amour, il va falloir que je fasse ma petite part d'effort. Et comme tu l'as dit, que moi, je m'oriente vers l'autre de manière plus oblative, plus empathique, en tenant compte de ce qu'elle veut, de ce qu'il veut. Et à ce moment-là, donc c'est une tendance, mais c'est pas du tout une fatalité. Est-ce qu'il y a des questions? Alors Myriam Cassin, qui dirige l'Institut Michel Montagne, est quand même une grande habituée des thérapies familiales et systémiques. Donc on va passer le micro. Merci. Michael, je voulais vous remercier pour l'intérêt de votre intervention. Actuellement, je travaille avec plusieurs structures que j'aide à se former. L'une est un foyer maternel où les femmes sont placées la plupart du temps avec des enfants en bas âge après de graves violences conjugales. Et l'autre, ce qu'on appelle une maison d'enfants à caractère social, où se retrouvent des enfants qui ont eu un passé de longues années, comme tu disais, Boris, tout à l'heure, avec au quotidien un certain nombre de maltraitances. Alors la question qui se pose, parce que moi j'ai l'objectif avec eux, à la fois de les aider à analyser les situations cliniques et de les former, voire même de pouvoir modifier les pratiques à l'intérieur de l'institution, c'est un gros mandat, c'est intéressant, pour améliorer l'état psychologique des enfants. Et les questions qui se posent sont exactement celles que votre intervention pose. C'est-à-dire qu'il y a le repérage, à mon avis, nécessaire du syndrome psychotraumatique dont tu parlais, Boris. C'est-à-dire qu'en MEX, on a quand même beaucoup d'enfants qui, après des années de maltraitance, ont un syndrome psychotraumatique qui les empêche, selon moi, là c'est une discussion de cliniciens, mais de bénéficier de psychothérapie classique, qu'elle soit d'ailleurs d'obédience analytique ou systémique. Donc il faut un traitement spécifique
du syndrome psychotraumatique. Et on a la question que vous posiez qui est fondamentale pour les systémiciens du contexte. C'est-à-dire que ces enfants, à partir du moment où régulièrement sont remis en contact avec des parents qui sont extrêmement maltraitants, de nouveau se retrouvent confrontés non seulement à la mémoire de leur traumatisme, mais à la répétition du traumatisme. Et on sait bien que l'épuisement psychique face à la multiplicité des traumatismes est une réalité. Donc la question qui se pose, c'est comment on peut intervenir dans ces structures, quel type de mise en place de projet, voilà, comment on peut réfléchir à la situation, en sachant que ce type de structure, les deux sont représentatifs de la façon dont on travaille en France. On prend en charge les enfants, mais à aucun moment on ne va inclure les parents dans un protocole de soins. Or, ce serait intéressant, par exemple, dans les mecs, je pense qu'il y a quelques collègues qui travaillent là où les foyers maternels, qu'on puisse, par exemple, le foyer maternel, je suis très étonnée, les mamans n'ont pas elles peuvent avoir un soutien psychologique si elles le demandent. C'est juste par volontariat. Or, les mères les plus déstructurées, on a des mamans avec des attachements désorganisés, ne demandent rien. Et l'équipe du foyer maternel me dit par exemple qu'en 6 ans, ils ont vu se détériorer l'état psychique des mères. Ils en ont 12 actuellement, il y en a 4 qui relèvent de la psychiatrie, ce sont celles avec lesquelles on peut le mieux travailler, me disent-ils. Et c'est ce que je constate, ce sont des mamans qui sortent de l'unité mère-enfant avec des traitements de schizophrène, de bipolaire, avec quelques supports affectifs, familiaux, on peut travailler. Les autres sont des mamans complètement désorganisées pour lesquelles on n'a pas d'intervention psychothérapeutique individuelle, pas d'intervention sur le contexte, si ce n'est juste pouvoir les recevoir en foyer maternel. I just want to make sure I understand. So the child is between the two, the mother and the very abusive mother, and what kind of treatment is the child? Is the assumption often the child's out of the home? Yes. That's right. 6 years. Just want to make sure. Okay, just. Merci pour la question. C'est intéressant que la plupart des enfants qui sont taken out of placés, oui, veulent retourner chez eux. Ça, c'est intéressant. Et pour moi, la question de la négociation, c'est pas assez de donner pour aider la résilience. Moi, je trouve que, et avec les enfants avec qui je travaille, les enfants sont mon enseignant dans ça. J'ai appris que c'est important d'avoir une période de négociation aussi. Et moi, je trouve que l'âge de l'enfant et aussi leur expérience en placement, ça change ça change leur désir pour retourner chez eux, même si il y a une situation, un contexte de l'abus. C'est pour moi une question de... des fois, je trouve qu'on très vite pense qu'un enfant peut trouver un autre attachement dans le placement. Et pour moi, c'est plus compliqué. Parce que ce qui ne parle pas beaucoup est l'abus émotionnel et physiquement qui se déroule dans le placement. Et c'est une question, au Canada spécialement, nous sommes très gênés de ne pas placer un enfant qui, même s'il y a un peu de risque de l'abus chez eux continue, il faut placer l'enfant. Et une thérapie plus contextuelle connaît qu'il y a des risques de la placement aussi. C'est pour moi la thérapie de la traumatisme avec l'enfant qui est ça est premièrement de discuter avec l'enfant qu'est-ce que tu veux et combien de temps est-ce que tu veux avec ta mère et est-ce que c'est possible de retourner chez eux. C'est une question de point de vue de l'enfant aussi. Ça doit être engagé dans la thérapie. Je ne sais pas, c'est une question de... Mais
pour moi, si je fais le travail de trauma avec l'individu enfant, c'est pas changé. Il y a beaucoup de... ça fonctionne, ça peut-être fonctionne des fois. Mais pour moi, la question est plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant a une voix de décider est-ce que le placement, est-ce qu'il retourne chez eux ou est-ce qu'il reste avec une famille et qu'est-ce que le système va faire pour lui de continuer le contact avec sa famille d'origine. Ça, c'est la complexité dans l'approche. Maurice, tu voulais dire? Alors c'est vrai que c'est un problème de praticien et que c'est un problème difficile. Il y a un point qu'on n'a pas assez travaillé dans la résilience, c'est j'ai eu l'occasion de constater que dans une famille, quand la famille est fracassée par la précarité, par l'inculture, par les difficultés de l'existence, on s'occupe d'un enfant qui est placé. Si par malheur cet enfant va mieux, la famille considère ça comme une trahison. Et lorsque on renvoie l'enfant dans sa famille, l'enfant sabote en psychothérapie à l'école, il se sabote pour garder la loyauté avec sa famille en difficulté. Et maintenant, alors là, il y a un problème, c'est que les Québécois, qui sont souvent nos modèles, hein, on les prend. Ils nous appelaient, il n'y a pas longtemps, ils nous appelaient les maudits français. Mais ils ne le disent plus maintenant parce qu'on les prend pour modèle. Effectivement, au Québec, il y a beaucoup de choses dont on s'inspire, beaucoup de travaux dont on s'inspire. Et les sociologues québécois nous ont dit maintenant, pour les Indiens par exemple, quand un enfant se développait bien, la famille le considérait comme un traître et ça provoquait une déchirure intrafamiliale, à tel point maintenant qu'il s'occupe de l'enfant et de sa famille. C'est-à-dire que ce qui est pris en charge, c'est comme l'a dit Michael, c'est pas l'individu, c'est l'individu et ses liens avec sa famille. Et si les mères alors bien sûr c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce que quand on a affaire à des mères désorganisées, pour les réorganiser, c'est beaucoup de travail. Mais voilà, c'est la réponse où j'en suis, le stade où j'en suis aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Eric, non? Eric Bardot. Je travaille depuis des années et j'ai développé un modèle thérapeutique par rapport à la question de la résilience et de l'attachement. Ce qui est intéressant dans vos deux points, navigation, négociation, c'est qu'en fait, la question, si on pose la question de l'attachement par rapport au trauma, peut-être s'agit-il de remettre en perspective que la finalité de l'attachement, en miroir, c'est l'exploration. Et l'exploration de ce que l'on connaît, pas de l'inconnu. Et peut-être que ce qui fait dans l'exploration quelque chose qui va permettre à la personne de faire face, donc en termes de résilience, c'est peut-être deux choses. C'est qui questionnent la relation de confiance. Et la relation de confiance, on peut la retrouver d'ailleurs dans la navigation et la négociation, c'est la relation de confiance dans le fait que l'environnement va pouvoir offrir les ressources dont on a besoin, et la relation de confiance dans le fait que l'humain qui est en face de nous va pouvoir nous offrir les points d'appui dont on a besoin. Et que peut-être que justement ce que vient fracasser le trauma, et particulièrement quand la relation humaine est altérée, c'est cette relation de confiance. Et l'expérience que j'ai avec les patients qui ont vécu des traumas où est mis en jeu la relation humaine, c'est qu'on part dans l'idée de la thérapie, qu'on va être là pour aider. C'est-à-dire que c'est comme si on se positionne d'emblée, ou on pourrait avoir tendance à se positionner d'emblée comme tuteur de résilience. Mais en fait, la première question à poser, qui rejoint le problème des enfants dans leur famille aussi, la question à poser, c'est que
naturellement, quand quelqu'un est fracassé et que ça altère la relation humaine, c'est qu'il est dans une relation de méfiance et pas dans une relation de confiance. Et que la première question centrale à traiter, c'est cette relation de méfiance. Car qu'est-ce qui pourrait bien faire que ce soit un enfant ou un adulte qui pourrait avoir confiance dans cet individu sous prétexte qu'il s'appelle thérapeute, alors qu'il a la relation, alors que la relation humaine elle-même est altérée. Et il me semble que ce qui va beaucoup, j'allais dire, plus que l'attachement, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a un attachement sécure, ça signifie qu'on a plus de capacité à explorer le monde, mais je crois que c'est d'abord la confiance dans trouver les ressources dans l'inconnu, et que ces ressources vont être présentes à nous, que c'est peut-être cette relation de confiance-là qui permet à certains de traverser des épreuves difficiles, là où d'autres, ça va faire effraction. Ils vont rester figés. C'est intéressant, question aussi. Une part de notre recherche, maintenant nous avons une grande étude dans 6 pays, ça déroule avec 7000 enfants. Mais la première phase de cette étude avec 600 jeunes au Canada, qui utilisent beaucoup des services sociaux, la santé mentale, les éducateurs, child welfare, les choses pour les enfants. De quoi? La protection enfants, etc., etc. Et même les délinquants, les corrections. Et on trouve que c'est intéressant que un engagement, un attachement à un service, c'était beaucoup mieux que beaucoup de services. Et c'est peut-être un peu la même chose. Hein. Moi, je trouve que c'est pour la résilience, parce que nous avons une mesure de la résilience. Et c'était intéressant que la relation entre la résilience et les comportements que veulent, comme l'enfant retourne à l'école, ça c'est les jeunes, les jeunes. Je veux que les enfants retournent à l'école, ne pas faire des choses délicates, ne pas être sexuel, des comportements sexuels risqués, pas normalement, mais des choses très très risquées, avec beaucoup de risques. Toutes les choses comme ça, être associées avec le plus l'enfant évidemment résilient, des caractéristiques de résilience. C'était mieux que comportement, mais ça c'est intéressant. Il n'y a pas une relation directe d'un service à le comportement. C'est le service qui crée les conditions pour développer les conditions de résilience, et la résilience change le comportement. Sur le modèle statistique, ça donne ce que nous déjà savons, que c'est très important la relation avec ce qui entre dans leur vie pour donner l'appui. Mais c'est différent parce que maintenant, à notre école et notre cours légal, les systèmes légaux, toujours pensent, c'est cet enfant a des problèmes, donne une autre intervention, donne une autre assessment. Oui. Toujours plus, mais plus et n'est pas mieux. C'est vraiment ça. Peut-être c'est la même chose. J'ai le sentiment que la résilience, pour la plupart du temps, au fond, il y a une résilience naturelle. Mais en revanche, il y a des facteurs d'anti-résilience que tu as bien travaillé, Boris, c'est-à-dire la honte, l'isolement et l'absence de sens. Que finalement, le dispositif que tu crées à travers tout ce que tu as développé, vise aussi à ça, c'est-à-dire à lutter contre la honte pour effectivement lutter contre cette défiance qui était là, bien inscrite, et qui empêche d'ailleurs de parler. Elle coule les lèvres, la honte. La deuxième chose, c'est effectivement cette absence de sens, et toutes les interventions vont contribuer à donner du sens. Et là, je crois que tu as raison au fond
je pense que trop on a focalisé sur le thérapeute, la place du thérapeute. Je crois que ce qu'on apprend avec Michael Unger, c'est que, attendez, c'est pas ça l'important. L'important, c'est celui qui accompagne. C'est celui qui est avec l'autre sur le chemin. Et que là, j'ai envie de dire que moi, il me semble, je suis un peu comme Toby Nathan là-dessus. C'est-à-dire, tout marche. Tout marche pour autant qu'il y ait un engagement véritable. Tout fonctionne. À la limite, quel que soit l'outil thérapeutique utilisé, je suis beaucoup plus critique aujourd'hui par rapport à telle ou telle méthode thérapeutique versus telle autre méthode thérapeutique. Je pense que fondamentalement, c'est d'abord la disponibilité, l'engagement, la manière d'être qui vaut mieux que, à la limite, la technique en elle-même. Bon, ça, on peut en discuter, mais j'ai un peu cette conviction-là. Donc, je me dis, finalement, si tout marche au sens où il y a une bonne relation, et là, on peut se servir du concept analytique, c'est là s'il y a un bon transfert. Et que la personne soit là, femme de service, ou qu'il soit moniteur de sport, ou peu importe, il y a quelque chose qui se passe d'être à être, et qui fait que ça s'accroche, et qu'il y a un contact et un attachement. Mais je mettrai aussi à ce moment-là une interrogation qui m'intéresse dans un travail que j'essaye de mener aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on parle toujours de l'attachement de ces personnes en difficulté. Mais qu'est-ce qu'il en est du style d'attachement de celui qui aide? Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui est dans une position d'aidant et qui est lui-même évitant ou ambivalent, ou voire un peu parfois confus, désorganisé? Quelle est la rencontre entre un évitant et un ambivalent? Qu'est-ce que ça donne comme produit? Voilà, j'ai une petite question autour de ça. Non, mais alors, Delannoy, qui était professeur à Genève, travaillait en éthologie avec nous, et il peut répondre à tes questions. Et il a fait, et on a participé à ses travaux, des observations d'enfants autistes en psychothérapie. Et au lieu, il s'intéressait à l'enfant autiste, et comme tu l'as dit, en même temps, il s'intéressait au comportement et à la structure mentale du psychothérapeute. Et il est arrivé au résultat suivant, c'est que certains psychothérapeutes, désireux d'aider l'enfant, devenaient très envahissants pour l'enfant. Et un enfant autiste est facilement envahi. Le résultat, c'est que certains psychothérapeutes très généreux aggravaient le tableau de l'enfant autiste, alors que celui qui avait obtenu les meilleurs résultats avec un enfant autiste, c'était un gars qui s'ennuyait. Mais il était là, il attendait, il disait pas de mots, il était gentil, il était absent, et du coup, l'enfant autiste avait familiarisé cette figure de psychothérapeute, et quand il arrivait, il était mieux avec ce psychothérapeute-là. Et à Toulon, on avait fait une autre observation sur des enfants autistes qui ne parlaient pas. Et le psychothérapeute devait avoir une place parmi les jouets, et c'était une place convenue, scientifiquement convenue. On avait décidé, tu te mettras là. Et l'enfant arrivait, et on analysait la structure de ses cris, la structure sonore de ses cris, avec Jacques Collin, et on analysait le déplacement de l'enfant. Et on constatait que préverbalement, l'espace était sémantisé, et que quand l'enfant était en présence d'un psychothérapeute familier, base de sécurité, l'enfant se sentait mieux parce qu'il était familiarisé avec ce psychothérapeute-là. Les cris s'enrichissaient, la fondamentale se déplaçait à gauche, c'est-à-dire dans les basses fréquences, et qu'il tournait autour du psychothérapeute très près. D'abord, il passait derrière, et quand on faisait des dessins, on voyait qu'il passait très près du corps du psychothérapeute. Le psychothérapeute ne s'en rendait pas toujours compte. Et quand on changeait de psychothérapeute, on voyait aussitôt que l'enfant, les cris, la structure sonore des cris de l'enfant passait vers la droite, c'est-à-dire la fondamentale se déplaçait à droite, c'est-à-dire vers les hautes fréquences, et que l'enfant faisait des cercles beaucoup plus larges autour du psychothérapeute. Quand ensuite on parlait avec le psychothérapeute, la plupart des psychothérapeutes sentaient que quelque chose s'était pas bien passé. Ils ne savaient pas dire quoi, mais ils disaient non, ça marche pas avec cet enfant. C'est des enfants autistes non-verbaux, hein. Ça marche pas. Ils avaient un instrument de mesure fiable qu'on appelle la piffométrie, et cet instrument de mesure leur avait fait sentir que ça marchait pas.
Et nous, avec une méthode d'éthologie, on avait rendu observable pourquoi ça ne marchait pas. Donc il y avait aussi une possibilité de rendre familiariser un psychothérapeute, et que ce n'est pas forcément le psychothérapeute le plus intrusif qui est le plus aidant. Merci, merci de cette observation très intéressante. Il y avait une question, madame? Attendez, on va vous passer le micro pour que tout le monde entende bien. Merci. Donc, pour rejoindre ce que vous disiez, moi, ce qui m'interrogeait, c'est effectivement la responsabilité qu'on peut avoir dans ce qu'on peut offrir, effectivement, au niveau des ressources, voilà, au niveau de notre engagement, au niveau aussi des politiques sociales. Voilà, qu'est-ce que notre société peut offrir aussi? Je pensais aux familles, effectivement. On travaille auprès des enfants, plutôt des individus, et c'est vrai qu'il y a la question des familles aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir, voilà, pour qu'elles puissent, enfin voilà, au niveau des ressources qu'elles peuvent avoir elles, quoi. Voilà, de ce travail auprès d'elles. Enfin voilà, ça m'interroge. Qu'est-ce pour efficacité? Advocacy. Advocacy. C'est quoi en français? Sophie? Advocacy? C'est pas le avocat. Un peu de défendre. Plaidoirie, non? La raison que je veux dire, moi je trouve que avec les familles ou avec les jeunes, nous pouvons enseigner comment ils peuvent se défendre ou peut en anglais self-advocate ou advocate pour les ressources qui veulent négocier. Mais c'est très intéressant parce que même avec les plus jeunes, tu peux voir les enfants négocier un peu ce qu'ils veulent. Un enfant de 6 ans peut dire « Moi, je veux retourner chez ma mère ». Même si elle a habituée de drogue, prostituée, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on peut répondre un peu à ce que l'enfant veut? Mais aussi, est-ce qu'il y a une balance entre ce que l'enfant veut et ce que nous pouvons donner à l'enfant? Comme plus de visites ou un placement plus proche de sa mère. Des choses comme ça. Et aussi, avec les jeunes un peu plus âgés, je trouve beaucoup d'efficacité d'engager avec lui de comment est-ce que vous pouvez défendre tes droits dans les institutions. I don't know why I can't say that word today. Institutions. C'est un peu drôle parce que je travaille dans les institutions pour les délinquants. Et j'ai toujours, quand les délinquants, fait des plaintes, je dis, OK, je vais vous montrer comment tu peux être un peu de pouvoir dans cette situation. Écrire une note, et faire des petites grèves, toutes les choses comme ça. Mais les supervisors, les gens en charge, sont tannés avec moi. Ah, encore, Mike, j'ai reçu encore une note de votre groupe des enfants. C'est tanné avec ça. Mais c'est un peu de blague aussi, parce que les enfants, parce que les incidents critiques, les choses dangereuses, des comportements très, très agressifs, ça descend. Parce que nous montre comment vous pouvez avoir le pouvoir dans un mot plus social, pro-social. Des fois, c'est un peu de négociation avec les jeunes de montrer. Et aussi, des fois, c'est pour nous autres de faire des choses politiques, de défendre des droits des personnes qui ne peuvent pas défendre lui-même. Et faire un argument pour plus des fonds sociaux et garder les programmes sociaux. Spécialement pour les enfants vulnérables, comme avec l'autisme, des choses comme ça. Il y a une chose politique ici. Si personne prend la parole, je voudrais poser une question à Michael.
Tout à l'heure, tu as parlé d'immigration. Les Québécois, les Canadiens ont une politique d'immigration différente de la politique française. Et en France, les Canadiens encouragent l'immigration, mais la contrôlent. Alors que en France, il y a un débat. Marine Le Pen, qui est l'extrême droite, dit il faut valoriser l'assimilation. Je ne veux pas savoir d'où vous venez, je ne veux pas savoir, vous devenez couper vos racines, devenez français. Et la phrase qu'elle dit, c'est vous aimez la France ou vous la quittez. Et donc c'est la politique qu'elle propose. Avec Rachid Benegadi, avec qui on travaille et qui dirige le centre Minkowska, et qui travaille beaucoup avec les immigrés et les enfants d'immigrés, première, deuxième génération, ils ont fait des évaluations. La première génération souffre et se tait parce qu'ils ont été chassés de leur pays, ils ont une cascade d'agressions, de traumatismes, chassés de leur pays, torturés, la pauvresse, attaqués, exploités pendant le voyage et pas toujours bien accueillis dans un pays qui les accueille pas bien, dont ils connaissent pas toujours bien la langue et dont ils comprennent pas toujours les rituels, c'est-à-dire le langage paraverbal. Il faut des années pour l'apprendre. Donc ils souffrent, mais ils se taisent parce qu'ils ont une représentation dans l'esprit. Je suis dans ce pays parce que j'étais chassé du mien, mais je veux que mes enfants soient heureux, donc je ne me plains pas, je travaille, je ne dis pas un mot, je ne revendique rien, je souffre pour que mes enfants soient heureux. Et ce qu'on constate, c'est ce qu'avec Rachid, on a appelé le paradoxe de la deuxième génération. C'est la deuxième génération qui exprime la souffrance. C'est la deuxième génération qui proteste, c'est la deuxième génération qui se suicide le plus. C'est la deuxième génération qui le conteste le plus. Alors, les Français, certains Français disent, on ne comprend pas, on vous accueille, on vous donne dans nos écoles, on vous donne des bourses, et vous nous agressez. Je pense que cette interprétation est un non-sens. En fait, la véritable interprétation, c'est celle que propose Rachid et le centre Minkowska, c'est les parents immigrants, première génération, en se taisant, insécurisent leurs enfants et ne sont pas pour leurs enfants des bases de sécurité. Et donc les enfants se développent le long de parents ambivalents. J'aime mon père qui m'angoisse. Ou comme je l'ai souvent entendu, mon père c'est un sous-homme, il est chômeur, ça fait 30 ans qu'il est en France, il parle toujours pas la langue. Moi je gagne en une soirée plus que lui en un mois, donc je méprise mon père. Alors, on a donc alors c'est un problème difficile pour tout le monde, parce que ou bien on fait la politique de Marine Le Pen, ce qu'Israël a fait dans un premier temps, c'est-à-dire on ne veut pas savoir d'où vous venez, devenez israélien, et ils sont arrivés à la même conclusion, c'est-à-dire la deuxième génération le prend très mal. Et d'autres pays ont fait cette culture. Alors ça pose un problème, c'est que ou bien les enfants s'intègrent à la politique du pays d'accueil, et dans ce cas-là, les parents ont une impression de trahison. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu ne veux pas apprendre la langue de tes origines, tu ne veux pas apprendre la langue de tes parents, tu ne veux pas apprendre les rituels, tu n'es pas fier de tes parents, alors que nous, on a souffert pour toi. Donc ça fait un conflit intrafamilial, ou bien ce que j'ai souvent entendu, je renonce à m'intégrer dans ce pays d'accueil qui a torturé mon père, ma mère, on a été mal accueillis, je ne veux pas m'intégrer dans ce pays d'accueil. Donc dans ce cas-là, on a une souffrance, quel que soit le choix, on a une souffrance. Alors, la solution, c'est que l'assimilation est une amputation des racines. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est une bombe à retardement. La deuxième génération, et surtout la troisième génération, c'est ce qu'on voit avec les Arméniens, où c'est la quatrième ou cinquième génération d'Arméniens qui revendiquent, qui agressent les Turcs pour le génocide commis il y a un siècle. Mais les parents se sont tus, ont énormément souffert, se sont tus,
et c'est les arrière-petits-enfants qui agressent la Turquie, alors que les parents n'agressent pas, ni les enfants. Donc c'est une bombe à retardement. Si on demande l'assimilation, c'est une bombe à retardement. Alors ce que disent les gens du centre Minkowska, c'est que c'est l'intégration qui est la meilleure solution. Vous venez d'un pays, présentez-nous ce pays, dites-nous comment on parle, dites-nous comment on croit en Dieu, dites-nous quelles sont les valeurs de votre culture, et nous on vous dira les nôtres. Et ce que disait Michael, c'est en navigation, transaction, et ensuite on apprendra à faire une culture ensemble, mais vous devez être fiers de la culture de vos origines, mais vous devez apprendre la culture du pays qui vous accueille. Et à ce moment-là, chacun enrichit l'autre, mais ça ne peut se faire que par la culture. Le théâtre, le roman, le cinéma, les explications, les rencontres, ce qu'on voit d'ailleurs, les pays arabes actuellement d'ailleurs font un cinéma de plus en plus passionnant parce qu'ils nous présentent leur culture et qu'on est ému, c'est intéressant, on comprend mieux par le cinéma ou par le roman, on comprend mieux leur culture que par la revendication. C'est une question très complexe, hein? C'est un processus très complexe. Évidemment, pour moi, c'est une question de négocier. C'est pas juste de donner des ressources à des immigrants pour naviguer. C'est aussi une question de négocier ce qu'ils veulent et pour continuer une identité. Au Canada, évidemment, nous avons une société plus multiculturelle. Ça, c'est la chose pour nous. Oui. C'est compliqué, peut-être aussi pour... nous avons aussi des grands problèmes chez nous, pas juste avec des immigrants, mais aussi avec des autochtones, des Native Peoples. Parce que la transition ou la culture dominante et aussi c'est un grand problème aussi avec le suicide des jeunes qui font la transition à la culture. So, c'est un grand problème. Aussi, c'est intéressant parce que avec il y a beaucoup de connaissances de terrorisme maintenant. Hein, suivre les débats sur ça. Mais c'est très, très rare d'un immigrant de première génération fait le terrorisme. C'est presque, comme au Boston, c'est très, 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 très rare que les réfugiés première génération sont responsables pour une bombe comme ça. C'est pas normal. Non, mais c'est rare. Non, mais c'est normalement la deuxième ou troisième génération qui sont plus... il n'y a pas d'équitable, il n'y a pas de sens de traitement équitable dans la société. Normalement, il y a beaucoup de privilèges, des avantages, mais même ils sont comme ils n'ont pas dans la culture dominante. C'est intéressant pour tous les services, surveillance de votre pays, de mon pays, pense à ça. Juste pour une chose optimiste, et une collègue de moi, Celia Falikov, qui fait des travaux avec des immigrants aux États-Unis, des familles, elle donne beaucoup de preuves que maintenant, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile pour les immigrants de continuer une association, une relation avec leur héritage culturel. Parce qu'avec l'Internet, Facebook, Skype, c'est moins cher de faire un appel. Toutes les choses. Et elle trouve dans son travail que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour les enfants de ces familles de créer une troisième culture. Pas la culture minoritaire d'origine, pas la culture dominante, mais une chose avec les deux ensemble. Et c'est un peu un artefact ou une conséquence de la technologie maintenant. Ça déroule beaucoup plus facile pour les jeunes. En tout cas. Ouais, je crois que ce métissage est effectivement très important. Oui, une question, madame ?
Elle sera en 2 questions, parce que pour le métissage, c'est très important. Moi, j'ai vécu dans une région dans l'Est, où il y avait beaucoup de Maghrébins de première génération. Donc, effectivement, il n'y avait aucun problème. Hein. Déjà parce qu'il y avait du travail. Le travail aussi est un facteur de socialisation très important. Hein. Moi, je parle comme un quidam, hein, parce qu'ici, il y a beaucoup d'intellectuels, moi, je ne le suis pas. Donc, j'ai remarqué que le travail est vraiment une source. Quand il y a du travail, on va mieux. Hein. Quand il n'y a pas de travail, on revient dans un repli. Hein. Et aussi, c'est vrai que c'est pas la 2e génération, c'est la 3e génération qui va poser souci, hein, qui va se dire bon, il y a un souci économique, parce qu'il ne faut pas oublier hein, que dans la société que nous avons, enfin ici en France, hein, à partir du moment où l'économie a commencé à aller très mal, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de temps, on a eu beaucoup plus de délinquance et dans tous les milieux, que ça soit des milieux favorisés, défavorisés certainement encore plus. Et je voulais revenir sur un 2e point, qui est le rôle des parents par rapport à tout ce qui est dans le milieu hospitalier. C'est-à-dire que quand on arrive avec son enfant, on nous met de côté. On n'entend pas les parents, et notamment la mère, qu'on soupçonne toujours d'être une maman surprotectrice et qui voit pas les vrais problèmes. En définitive, c'est une maman finalement qui, elle, devrait se faire soigner parce que elle est trop attachée à son enfant et que c'est la faute. Pardon, excusez-moi. Le milieu hospitalier culpabilise beaucoup les parents et n'aide généralement pas les parents. Voilà, merci. Alors, ce que vous dites est vrai et ça a été évalué. C'est-à-dire qu'il y a des marqueurs de bien-être, donc des marqueurs de mal-être. Parmi les marqueurs de bien-être, il y a ce que vous avez dit, l'école, le travail, et il y a aussi la consommation médicale, la consommation psychiatrique, les accidents, les suicides. Donc tout ça, on peut l'évaluer puisque maintenant il y a des registres et on constate que, effectivement, comme vous l'avez dit, les marqueurs de mal-être sont très élevés à la 2e et 3e génération. Alors que dans la vie matérielle, c'est la 1re génération qui souffre le plus. Ils ont eu une cascade de traumatismes, mais ils ont accepté cette souffrance. Alors que la 2e, 3e génération se demande pourquoi ils continuent à souffrir, ils n'acceptent plus cette souffrance. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la seule solution, c'est le partage des cultures. Je pense par exemple à un film, un dessin animé qui a été fait par une Iranienne, Persépolis. Le dessin n'était pas très beau. Je suis sorti bouleversé par ce film, par ce dessin raté, parce que ce dessin m'a fait me représenter le monde des femmes dans une autre culture que la mienne. Et je n'avais pas fait ce travail avant, je le savais bien sûr, mais là, ce dessin animé, mal fait, avec humour, avait soulevé un problème qui m'a décentré de ma culture pour me faire visiter la culture d'une autre. Et je pense que si on fait, en faisant ça, je pense qu'on peut, là, on peut se stimuler, on peut créer, créer une culture différente. Et la définition de la résilience, d'ailleurs, beaucoup d'Américains parlent de résilience culturelle maintenant. Et Silke Schauder, qui travaille avec nous, qui est prof à Bobigny, non, c'est pas ça ? Non, elle a été mutée. Bon, enfin, elle est allemande. Et elle fait partie de ces Allemands qui ont dû quitter l'Allemagne pendant la guerre parce qu'ils étaient opposés au régime nazi. Ils ont été mal accueillis en France. Ils ont été mal accueillis alors qu'ils étaient en train de lutter et payer très cher leur lutte contre le nazisme. À Sanary, où j'habite à côté, Pierre Curie, le physicien, avait attiré beaucoup d'Allemands anti-nazis. Quand la guerre a éclaté, les gens du pays leur ont jeté des pierres.
alors que c'est des gens qui militaient contre le nazisme. Et là encore, il y a eu ce problème, c'est que les parents, ils ont survécu, ils se sont tus, et c'est les enfants qui ont aussi, qui sont passés au rouge des marqueurs de mal-être. Alors, peut-être on va conclure cette matinée. Vous avez vu que Boris, comme Michael Unger, de toute façon, sont des ennemis de la pensée paresseuse parce qu'ils nous invitent tout le temps à repenser les choses de manière différente. Et je pense à Bachelard qui disait que la théorie est au service et nous ne sommes pas au service de la théorie au risque de la pétrifier, ce qui me paraît important. Et par rapport à ce que disait Madame sur, entre guillemets, la culpabilisation des parents et souvent des mères. Je crois qu'il y a un exemple récent avec l'autisme où on peut également en parler dans le mongolisme. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment que les mères étaient, voilà, que c'est pas par hasard, ces mères étaient quand même très particulières, avec un profil particulier. Ce à quoi Boris répondrait justement en renversant la proposition, en ayant une pensée plus circulaire. Attendez, ces mères, elles ont effectivement peut-être un profil particulier, mais parce qu'elles s'occupent de leurs enfants, qui sont très attachants, mais c'est particulièrement lourd aussi de le faire, et du coup, ça change les données. C'est-à-dire que le jeu d'inversion, justement, des rapports de causalité nous permet de penser les choses différemment. Voilà, mais écoutez, bon appétit, on se retrouve vers 14h10, 14h15, et je voulais saluer la présence de Philippe Duval de Psychomédia, avec qui nous sommes partenaires. Merci Philippe. Et je vous invite à aller voir le site Psychomédia, et il y a une revue de psychologie dans laquelle j'ai le bonheur d'écrire de temps en temps. Merci Philippe.